Donc je vois qu'on utilise 400 mégas sur 4 Go de RAM. Tous les systèmes d'exploitation se ressemblent un peu. C'est vraiment sa propre identité. C'est un système de partitionnement BE. Alors je connais pas le système de partitionnement BE. Ok, aujourd'hui on s'attaque à iQ. iQ c'est quoi? C'est vraiment un système d'exploitation plutôt qui se base sur aucun modèle. Donc qui se base pas sur un modèle de Microsoft. Il se base pas sur une distribution Linux qui est basée sur Linux. C'est un OS qui a été développé par ses propres développeurs directement. Donc ça se nomme iQ OS. Donc c'est une interface qui est un peu old school, je l'avoue. Mais je suis curieux de savoir et voir si on a une équipe de développeurs qui peut se permettre de construire un système d'exploitation de A à Z. À vrai dire, j'ai fait plein de tests de système d'exploitation et à chaque fois, ça convenait pas. Il y avait toujours des choses. D'après Internet, celui-ci est quand même assez stable et fonctionne bien. Il y a même un navigateur Internet qui a été développé uniquement pour ce système d'exploitation. Donc, je suis vraiment curieux de tester tout ça. Donc, on va l'installer. Donc, je vous montre rapidement le site Internet. Donc, il n'y a pas grand chose. Si vous voulez faire une donation sur la distribution, vous pouvez. Ils sont en train de faire une cotation pour 2026. Ils voudraient atteindre 30 000 $. Donc, voilà. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien en description. Donc, on va l'installer sur mon serveur. Donc, j'ai téléchargé l'ISO. Le système d'exploitation est encore en bêta pour le moment. Donc, on est sur la bêta 5. L'ISO fait à peu près 1 giga 30, 1 giga 37 exactement. Donc, je l'ai téléchargé et puis on va créer une machine virtuelle et on va essayer de l'utiliser. Au niveau des spécificités système, c'est vraiment un système ultra léger. Donc, ça demande un processeur i3 ou un AMD un peu plus récent, 2 Go de RAM, une résolution de 1366, enfin bref, une résolution en 720p et 16 Go d'espace disque. Et pour la version 32 bits, alors là, il demande 384 mégas de RAM et 3 Go d'espace disque et un Pentium 2. Alors, un Pentium 2, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Donc, tous les PC que vous possédez peuvent installer cette distribution. Donc, moi, j'ai pris une version 64 bits parce que je vais la virtualiser sur mon Hyper-V. Et en 32 bits, des fois, ça pose problème, etc. Donc, je veux être certain que ça fonctionne. J'ai créé la machine virtuelle déjà parce que la dernière fois, on avait eu le problème où j'avais mis une génération numéro 2 au moment de la création de la machine virtuelle. Donc, juste ici, voilà, quand on crée une machine virtuelle sur Hyper-V, juste ici, en fait, on peut sélectionner si c'est une génération numéro 1. Donc, il n'y a pas les termes UEFI, il n'y a pas de Secure Boot, il n'y a pas toutes ces options-là. Donc, la dernière fois, j'avais pas fait attention, j'avais mis génération numéro 2. Je pouvais pas démarrer la React OS. Là, aujourd'hui, donc, j'ai fait une génération numéro 1 et normalement, ça devrait fonctionner. OK. Donc, on va ouvrir la console de visualisation de la VM sur Hyper-V. On va mettre ça en plein écran et puis on va démarrer la machine virtuelle de suite. OK. Donc, j'ai vu il y avait une version live CD. J'ai testé le système d'exploitation directement sans installer sur le disque dur. Nous, pour une question de performance et puis j'ai envie de voir un peu comment se présente le système d'installation. On va l'installer sur l'ordinateur. Donc voilà. OK, donc premier problème, la souris n'est pas capturée dans la session. J'ai eu exactement le même problème pour Windows XP, c'était une histoire de pilote. Et là, pour trouver des pilotes, ça va être très compliqué, voire même impossible. Je peux tout faire ça à la souris, au clavier, mais c'est pas l'idéal. Je pense que je vais démarrer mon Proxmox et puis on va l'installer sur un Proxmox. Bon, me revoilà quelques heures plus tard. Donc, j'ai installé une machine virtuelle sur mon Proxmox directement juste ici. Alors, j'aurais jamais pensé que mon Proxmox, je l'utilise autant au final. Donc, c'est vraiment un très vieux processeur, vraiment très peu puissant. Donc bon, ça va être un peu lent, mais c'est pas très grave. Donc alors, on se retrouve devant l'installation du système d'exploitation. Donc on va sélectionner le français. Donc là, il nous indique que la traduction possède des fois des caractères qui sont non traduits. Donc bon, on va voir. On va installer tout ça. Donc on va accepter le contrat de licence. Alors, il me dit qu'il n'y a aucune partition. Veuillez configurer les partitions en les formatant moins avec le système de partition. OK. D'accord, alors on va voir comment on va faire ça. Ajuster les partitions. Donc, il y a bien ma partition juste ici de 50 Go. Je vais la formater en BE file. On va faire continuer. Formater, écrire les informations. OK, super. Le disque a été formaté. Donc, je vois qu'il est ici. Est-ce que je peux le sélectionner ? OK, donc en fait, il faut juste formater la partition juste ici. On fait un clic droit, formater en BE file. Et une fois que c'est fait, on a juste à fermer le gestionnaire du disque et on sélectionne son disque juste ici.
et on peut lancer l'installation. Donc c'est parti, on installe le système d'exploitation. C'est un système de partitionnement BE. Alors je connais pas le système de partitionnement BE. Ok, donc c'est bon, c'est une équivalence à NTFS, etc. Donc le système d'exploitation a l'air d'être installé. On va faire redémarrer, puis on va voir ce que ça nous présente. Pour information, j'ai mis un disque dur en IDE. J'ai pas mis du SATA et j'ai pas mis de Secure Boot. Il n'y a pas de TPM, tout ça. Vraiment là, c'est vraiment zéro sécurité et c'est surtout une émulation d'une vieille machine. Ok, donc on arrive sur un écran. Donc je vois qu'il me génère des clés SSH. Donc nous voici sur le menu. Alors je sais pas ce que c'est, tracker. Donc je vois qu'on utilise 400 mégas sur 4 Go de RAM. On retrouve mon processeur. Le noyau, donc il date de septembre 2024. Ok. Alors, si on clique juste ici, donc c'est une sorte d'explorateur de fichiers, j'ai l'impression. Système, Bbook. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être le navigateur Internet. Ouais. Ça m'a l'air d'être ça. Ok, effectivement, donc c'est bien le navigateur Internet. Donc on a bien accès à Internet. Par exemple, on va se rendre sur YouTube, on va voir si ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner YouTube vu que ça utilise quand même des protocoles très spécifiques pour lire les vidéos. Mais bon, on va tester, on va voir ce que ça nous propose. Ouais, donc c'est ce que je pensais. Ça nous indique qu'il ne peut pas lire la vidéo. Alors comment on fait pour le mettre en plein écran par contre? J'avais vu sur Internet déjà des topic Reddit qui disaient que les lectures de vidéos sur navigateur se faisaient mal. On va essayer d'aller sur un site de consultation. On va aller sur Le Monde. Ok, donc ça m'a l'air de fonctionner. On peut accéder au Monde. Donc déjà, on peut consulter Internet avec cette machine virtuelle. Voilà, on peut un peu naviguer sur Internet, même si les vidéos YouTube ne fonctionnent pas. Bon, c'est déjà pas mal. On va se rendre dans personnel. Je pense que ouais, ça c'est l'explorateur de fichiers avec notre dossier personnel. Ok, donc en fait, le petit logo en haut à droite, c'est la barre, la desk bar, ils appellent ça, où on a toutes nos applications normalement. Si je clique ici, ouais, c'est ça, applications. Ok, d'accord, démo. Ok, on a même des jeux, etc. On va voir tout ça. Ok, il y a même du Bluetooth. Alors, je suis sur une machine virtuelle, donc je ne vais pas pouvoir tester. Ok, donc on a un software update. On va voir exactement ce que ça propose. Donc, on voit qu'on a des mises à jour sur certains outils. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de mettre à jour la machine. Donc ouais, si on regarde l'activité quand même de mon hyperviseur, la machine sollicite quand même pas mal mon hyperviseur. Hein. Sollicite un peu, c'était surtout le démarrage. Ok, donc on va laisser faire les mises à jour. Et puis on se retrouve dans une petite dizaine de minutes. Les changements, peut-être qu'il va y avoir des changements de l'interface, etc. Ok, donc le processus de mise à jour vient de se terminer. J'ai pas eu forcément d'erreur. Donc on va redémarrer de suite la machine. Déjà, ça redémarre extrêmement vite. Ok, donc nous voilà de retour sur la machine. On va juste relancer une petite recherche de mise à jour pour être certain qu'il n'y ait pas d'autres mises à jour à faire. Ok, super, aucune mise à jour n'a été trouvée. Donc là, on est vraiment sur la dernière version. Si je vais dans à propos, on retrouve, voilà. Ok, tout à l'heure, on était sur une version de septembre 2024. Là, on est sur une version de décembre 2024. Bon, on est mi-2026, ça fait 1 an et demi que la machine n'a pas été soit supportée. Alors, je pense qu'elle a été supportée quand même parce que je vois que les copyrights sont proclamés 2026. Donc, je pense que voilà, ça a été quand même travaillé, mais ils n'ont pas eu de version majeure depuis pratiquement 1 an et demi. Donc, on va continuer de faire notre petit tour. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc ça, c'est le réseau. Ouvrir les préférences réseau. Ok, donc là, on a juste ici avec l'IP qui a été attribué à la machine. On a un serveur FTP. On peut avoir un serveur SSH qui est actuellement allumé. Le truc, c'est que je ne sais pas comment on se connecte parce que j'ai pas créé d'identifiant. Ouais, j'ai pas créé d'identifiant, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, on va le désactiver parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Ah, un gestionnaire des tâches. C'est exactement ce que je voulais. Consommation de RAM. Ok, donc on voit que c'est le kernel. Bon, bah, c'est logique hein, qui consomme le plus de RAM. Tâches et activités, bon, bah, c'est le kernel aussi qui utilise. Bon, c'est pas très parlant par contre, je sais pas ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que le kernel utilise toute la puissance. Donc alors, avec le navigateur internet ouvert, il consomme 28 mégas. Ok, donc si on tape le journal IT du Hugo, d'ailleurs, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner là, juste ici. Ouais, ok, impossible de lire cette vidéo avec votre navigateur. Ouais. En fait, sur Internet, il disait qu'il y a un protocole qui est utilisé, c'est le DRM, qui permet de ne pas falsifier la visibilité de la vidéo, etc. Et ce navigateur Internet ne possède pas les droits pour pouvoir exploiter correctement le DRM. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre
ce genre de problématique. Ok, donc là on a un peu plus d'informations sur la consommation de la RAM. Le navigateur consomme pratiquement 800 mégas de RAM, donc c'est bien plus parlant que tout à l'heure, on avait à peine 20 MO. Alors c'est drôle parce que la consommation de la RAM m'indique là, juste ici, 1,29 de RAM utilisé. Par contre, si je regarde sur mon interface, je peux voir que la machine virtuelle utilise 2,96 Go de RAM. Alors, est-ce que c'est l'interface Proxmox qui bug? Est-ce que c'est la machine virtuelle? Ok, donc il y a quand même pas mal de points positifs. Je m'attendais à quelque chose quand même bien pire. Ce qui est bien, c'est que personnellement, je trouve que la distribution essaie d'avoir sa propre identité. Elle essaye pas de copier Windows, elle essaye pas non plus de copier Linux. Elle essaye d'avoir sa propre identité parce que c'est un peu le problème, je trouve. Généralement, tous les systèmes d'exploitation se ressemblent un peu. Là, celui-ci, voilà, c'est vraiment sa propre identité. Juste le système de fichiers, le système de fichiers BE. Voilà, c'est leur propre système de fichiers. Il possède aussi automatiquement son propre noyau, ses propres librairies aussi. Même l'interface, ça a vraiment été développé pour la distribution. Donc je trouve ça vraiment pertinent. Et puis voilà, on veut créer un dossier, ça fonctionne, c'est plutôt réactif. On veut le renommer, ça fonctionne bien aussi. Non, franchement, je suis agréablement surpris et je suis même curieux de suivre le développement de cette distribution. Alors, ça me dérange un peu parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'autres mises à jour récemment. Mais non, mais en tout cas, c'est vraiment une belle découverte. Je suis agréablement surpris. Après, automatiquement, ce genre de distribution-là va avoir ses limites au bout d'un moment. Le problème, c'est qu'au vu de l'utilisation du navigateur Internet, BE Book, le problème, en fait, c'est que voilà, on a pu voir que certaines options ne fonctionnaient pas. Même si, par exemple, vous voulez ajouter AdBlock sur ce navigateur Internet, c'est pas possible. Même par question de sécurité, voilà, c'est pas très recommandé d'utiliser ce genre de navigateur-là, vu que c'est pas forcément mis à jour au niveau des failles de sécurité, etc. C'est pas vraiment top, même sur votre réseau d'avoir ça, c'est pas forcément très recommandé. Mais pour un test, je trouve que c'est bien de voir ce type de système d'exploitation. Ça permet de faire la différence entre les trois gros pionniers dans le marché du système d'exploitation entre Windows, macOS et Linux. Donc je trouve que c'est une bonne dynamisme et je trouve que c'est ce que je cherchais, un système d'exploitation qui essaye de se développer dans son coin, avoir ses propres outils. Malheureusement, ce type de système d'exploitation, on peut pas installer toutes les applications, voire même, je ne sais même pas si on peut installer des applications dessus. Je pense pas que ça soit possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez tester cette distribution-là dans votre coin, n'hésitez pas. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description du site pour pouvoir naviguer un peu ou si vous voulez télécharger la distribution Linux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!